Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'Actu, votre magazine qui, chaque soir, vous propose de décrypter l'actualité bruxelloise sur BX1. C'est notre formule du vendredi, 25 minutes avec un invité et une tonalité particulière aujourd'hui, puisque toute la semaine, nous vous avons proposé des émissions pour revenir sur les conséquences d'une année entière sans gouvernement de plein exercice en région bruxelloise. Dans 3 jours, lundi, nous aurons donc fait le tour complet du calendrier depuis les dernières élections. Et le constat est assez cruel. Non seulement nous n'avons toujours pas de gouvernement, mais nous n'avons toujours pas de négociations qui soient réellement engagées et en mesure d'aboutir. Notre invité est l'un des acteurs de ces négociations. Pour certains, il est même peut-être l'un des responsables du blocage. On va lui demander de s'expliquer là-dessus. C'est Frédéric de Gucht qui est notre invité ce soir. Bonsoir Frédéric de Gucht. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Open VLD en région bruxelloise, donc l'Open VLD, le parti libéral néerlandophone. Alors une petite précision importante avant de commencer cette émission, elle est enregistrée à la mi-journée cette émission, ça veut dire qu'avant que vous ne participiez à une grande réunion qui aura lieu au Parlement bruxellois à l'invitation de Georges-Louis Boucher et David Lester, réunion qui va rassembler tous les partis politiques qui ont accepté de discuter de cette fameuse déclaration de politique générale qui a été déposée par les réformateurs. Certains participants n'y vont pas avec un enthousiasme démesuré. On va écouter Hans Persons, c'est la chef de file de Vooruit. On est invité, on y va, mais il faut une majorité. Je constate aussi que la majorité ne va pas être autour de la table, donc je vais leur poser comme première question comment vous pensez avoir une majorité autour de cette table. Et après, allez... Et si la réponse est non, ça veut dire qu'on arrête cette négociation-là pour vous? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut et le débat au Parlement, ça va juste être un spectacle de plus. Et on a besoin du sérieux. On a besoin de partis qui travaillent discrètement, en confiance, ensemble et surtout en majorité. Alors, Frédéric de Gucht, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Hans Persson et les socialistes néerlandophones ou, au contraire, elle peut servir à quelque chose, cette réunion, pour vous? Non, je pense que la réunion peut certainement servir à quelque chose. Si ce n'est que ceux qui s'y retrouvent dans le texte, avec leurs remarques, ne soyons pas, le texte n'est pas à prendre ou à jeter. Non, je pense que c'est bien qu'on se met autour de la table et qu'on discute d'abord peut-être des modalités, des étapes suivantes à prendre et comment potentiellement un jour avoir une majorité aussi du côté francophone autour de la table. Ouais. Pour l'instant, il n'y a que 2 partis francophones qui seront présents ce soir. Au total, les 7 partis tous ensemble, ça fait 39 députés. On n'est pas encore à une majorité, il en faut au minimum 45. Oui. Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Il y a du travail à faire. Moi, je trouve qu'il faut chercher une majorité du côté francophone et néerlandophone. La majorité néerlandophone existe depuis novembre. Ouais. Et donc, il faut attendre que les esprits peut-être mûrissent du côté francophone pour mettre le bien-être et le futur de Bruxelles devant et pas les dictats des partis différents. Ouais, on n'est pas en train quand même malgré tout de perdre du temps s'obstinant à poursuivre des pistes qui n'ont pas de majorité? Non, c'est la première fois en 11 mois qu'on va vraiment réellement discuter du contenu. On a 11 mois discuté qui doit être autour de la table. Maintenant qu'il y a une note avec du contenu, on revient à la discussion qui doit être autour de la table. Je trouve qu'on doit d'abord regarder est-ce qu'il n'y a pas un projet commun, et puis on regardera quels sont les partis qui s'y retrouvent. Ouais, donc verre à moitié vide, à moitié plein, vous avez décidé de le voir à moitié plein. Il y a quand même beaucoup de critiques sur la méthode qui a été suivie par David Lester et Georges-Louis Boucher, sur l'absence de concertation, le fait que beaucoup de choses se passent sur la place publique et sont un peu présentées comme à prendre ou à laisser, qu'il y a beaucoup d'agressivité entre les différents négociateurs et que pour l'instant la confiance n'est pas là. Vous êtes d'accord pour dire ça? La confiance n'est pas tout à fait établie? Non, dans chaque négociation, pas seulement dans la politique, mais aussi dans le monde des affaires, si ça prend du temps, ça ne devient pas plus facile. Mais je ne suis pas d'accord qu'il n'y a jamais eu de concertation. Il y a énormément de concertation. Je pense que même chaque jour, il y a des coups de téléphone dans tous les sens possibles. Donc l'idée qu'on ne travaille pas ou que David Lester est en train de se plaindre et rien faire, avec ça, je ne suis pas d'accord du tout. Ouais. Elke van den Brand, dans cette émission, nous avait quand même dit, moi j'avais rentré 43 propositions pour la note de déclaration générale, la politique de déclaration générale, et j'en ai retrouvé que 2 ou 3 dans le document final. Il y a quand même beaucoup de partenaires qui se disent, le mouvement réformateur, il nous présente son programme, et c'est un peu à prendre ou à laisser. Alors vous avez dit que c'était ouvert. Georges Boucher, il a dit on peut le négocier, mais on ne peut pas toucher à l'ossature du texte. Donc c'est une négociation quand même à la marge. Non, 43 points ou 4 points. Moi, j'ai exprimé les points importants de mon parti. Ils sont dans le document ?
Il y a des éléments importants qui s'y retrouvent, il y en a d'autres avec lesquels on aimerait bien discuter et les affiner ou les changer, mais c'est pour ça qu'on fait une table des négociations. Hein. Donc la vraie négociation, elle va commencer maintenant, après la réunion de ce soir. Pour moi, il faut continuer avec les partis qui sont autour de la table pour avancer sur le contenu, oui. Même si ça ne fait pas une majorité. Oui. Il peut dire qu'il faudra quand même en attirer l'un ou l'autre. On a déjà eu ça en Flandre. Hein. Une fois en Flandre, le VLD est monté dans un gouvernement flamand. Même s'il y avait déjà des négociations avant. Donc il faut s'y retrouver dans un projet commun. Et je suis convaincu que si tous les esprits écartent leurs préjugés sur tout le monde, il y a moyen de construire un projet commun. Qui est-ce que vous voyez monter en négociation en cours de route ? Il y a 3 options. Hein. Soit c'est le Parti socialiste qui n'a même pas réagi sur le texte, qui est quand même étonnant aussi. Qui se sent exclu pour l'instant. Qui se sent exclu pour l'instant, qui estime ils se que sont le écartés MR ne veut eux-mêmes, plus travailler avec lui. Oui, ok, mais j'ai l'impression que les excuses sont faites pour s'en servir du côté du Parti socialiste. Puis il y a Écolo et Défi. J'ai compris qu'il y avait un AG hier soir de Écolo, que je peux comprendre qu'ils ne sont pas encore hyper emballés par le projet. Ils disent non avec la NVA. Oui, mais on va y revenir. Voilà. Je vous propose dans cette émission, un des principes, Frédéric Degutte, c'est d'accueillir des questions de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Une première question de Nassim. En quoi votre expérience dans le monde de l'entreprise peut-elle être un atout dans votre rôle politique ? Est-ce que ça vous motive plus à la formation d'un gouvernement ? On va rappeler que vous êtes le fils de Karel Degutte, qui a été un ministre du temps de Guy Verhofstadt, puis commissaire européen ensuite, et que vous, aujourd'hui, vous faites de la politique. Vous êtes aussi chef d'entreprise, en Wallonie d'ailleurs, hein, c'est une entreprise spécialisée dans les verres et les vitres que vous dirigez. Manager une entreprise, manager un parti politique, c'est la même chose ou ça n'a rien à voir ? C'est la même chose et ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est important qu'on a en politique aussi des personnes qui ont de l'expérience dans le privé. Et je trouve parfois que le monde des affaires ne comprend pas le monde politique, mais aussi que le monde politique ne comprend pas toujours le monde des affaires. Donc là, je trouve que je peux incarner les deux. Je connais les deux mondes, je connais les subtilités et comment on peut avancer dans l'un et dans l'autre, et qu'il y a plus de compréhension pour faire avancer les deux. Ouais, mais dans le monde des affaires ou des entreprises, habituellement, on se fixe un objectif et on essaye de l'atteindre. Est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui que vous avez une certaine frustration en politique bruxelloise de ne pas pouvoir atteindre l'objectif ? Ça fait un an quand même. Oui, mais c'est peut-être pour ça que je me suis engagé en politique, parce que je me sentais aussi frustré par la façon dont on faisait de la politique. Si la politique n'aurait pas besoin du nouveau sang de temps en temps, j'aurais peut-être pas été ici. Alors, deuxième question du public de BX1. En insistant, on va rentrer dans le vif du sujet, en insistant sur une alliance avec la NVA, n'avez-vous pas peur d'alimenter encore davantage les tensions communautaires en Belgique au détriment de l'intérêt général ? La NVA, pour beaucoup de participants à ces négociations et d'observateurs, ça reste le nœud du problème. Est-ce que vous pourriez vous passer de la NVA dans une majorité bruxelloise, Frédéric Degutte ? Nous, on va seulement monter dans un gouvernement qui met Bruxelles en 2029 dans un meilleur état que 2024. Je le répète, et chez vous déjà plusieurs fois. Ouais, mais là, vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Est-ce que vous pouvez vous passer de la NVA ? Je ne vois pas de solution pour mettre Bruxelles pour 2029 dans un meilleur état sans qu'on ait le parti du Premier ministre, le plus grand parti en Flandre et au niveau fédéral, autour de la table. Ouais. Ça veut dire que vous exigez la présence de la NVA, ou si on vous propose une autre solution, vous pourriez quand même l'étudier ? Mais il n'y a pas d'autre solution. On dit toujours, on va vous proposer une autre solution. Je n'ai pas encore entendu une solution qui amène à une solution, à part la nôtre. Oui, il y a quand même eu une proposition de Christophe de Beukelaar et Elke van den Brand qui était sans la NVA. Oui, mais de nouveau, on a cherché pendant 5 mois un gouvernement et une majorité du côté néerlandophone. On n'arrivait pas à une majorité avant que nous, on s'est écarté d'un poste de ministre ou soit de secrétaire d'État. On a essayé dans tous les sens possibles, ils n'étaient pas d'accord. Donc il faut rester sérieux là-dedans aussi. On a déjà fait un pas en avant. Il faut faire un accord avec le niveau fédéral. On a des exigences en termes de budget, on a des exigences en termes de sécurité et en termes de réforme institutionnelle. Pour ces 3-là, si on le veut ou pas, la Constitution en Belgique aujourd'hui prévoit qu'on a besoin du niveau fédéral. Ouais, mais on pourrait avoir le soutien du fédéral si, par exemple, Voorhout et CDNV sont dans une majorité, les engagés aussi, le MR aussi. Ils ne s'entendent pas toujours déjà dans le niveau fédéral aujourd'hui. Et maintenant, on va me dire qu'ils vont être d'accord avec des réformes à Bruxelles sans qu'ils soient autour de la table, j'y crois pas. Oui, alors il y en a un qui n'est évidemment pas d'accord avec vous, c'est Ahmed Laouej. Je vous propose d'entendre l'une de ses déclarations. Elle est un petit peu ancienne, elle date du 9 avril, c'était donc il y a déjà 2 mois, et c'était dans notre studio. Ahmed Laouej.
Malheureusement, depuis 10 mois, la seule obsession des libéraux, du MR, de l'Open VLD, c'est de nous imposer la NVA. Moi, ce chantage, je ne l'accepte pas. Les Bruxelloises et les Bruxellois, ça n'est pas le message qu'ils nous ont délivré. Ils n'ont pas voté pour un parti nationaliste, séparatiste, anti-Belgique, anti-Bruxelles. C'est moins de 2% seulement des Bruxellois, dont une partie aussi de francophones, il faut le dire, mais moins de 2% ont voté pour la NVA. 98% des gens n'ont pas fait ce choix, il faut pouvoir l'entendre. Alors, Frédéric de Gucht, est-ce que l'argument d'Ahmed Laouedj est recevable ou pas? Il prévoit que les électeurs lui ont donné raison. Moi, j'ai une autre lecture des résultats des élections. C'est une deuxième partie de la région bruxelloise. Oui, non, les électeurs ont voté pour un changement à Bruxelles. C'est pour ça qu'ils ont voté. Je suis d'accord que la NVA n'est pas la plus grande partie à Bruxelles, ni l'Open VLD, ni Vorut, par contre, et pour ne pas parler de CDNV. Donc je trouve ça des arguments qui ne tiennent pas la route. Oui, alors je vous propose une autre question. C'est Staff qui vous pose cette question. Comment voyez-vous l'avenir de Bruxelles? Je vais la compléter un peu la question. Est-ce que pour vous, à l'Open VLD, Bruxelles, c'est une région à part entière qui serait équivalente à la Flandre, à la Wallonie, ou est-ce que c'est une région qui n'a pas le même statut que les autres et qu'on pourrait même, à terme, peut-être envisager de faire co-gérer par la Flandre et la Wallonie? C'est quoi votre vision à long terme là-dessus? Je ne suis pas pour une co-gérance par la Flandre et la Wallonie. Est-ce que ça veut dire que la façon dont elle est constituée actuellement est la bonne formule? Je ne suis pas convaincu non plus. Je trouve qu'on doit oser de faire, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, des réformes aussi institutionnelles. Regardez où se trouve quelle responsabilité à quel niveau communal, niveau régional, niveau fédéral. Ouais, ça veut dire qu'il y a trop de responsabilités à la région aujourd'hui? Pardon? Il y a trop de responsabilités à la région aujourd'hui? Il faudrait en retirer certaines? Non, pas nécessairement trop, mais il y a peut-être plus un équilibre entre les trois. Et donc il faut revoir les défis de la région ne sont pas tout à fait alignés avec la responsabilité et les compétences qu'elle porte. Ouais, si je vous dis on doit réduire le nombre de parlementaires en région bruxelloise et on doit peut-être en finir avec ces 2 collèges linguistiques et avoir un seul Parlement avec des listes bilingues qui représentent tout le monde, vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis d'accord. Il faut juste qu'il y ait une représentation garantie des néerlandophones. Donc ça, c'est possible d'aller vers une réforme de ce genre-là s'il y a une représentation garantie. Je voudrais qu'on parle de budget maintenant. Avec le 13 juin, ce sera donc la semaine prochaine, un rapport très attendu de Standard & Poor's. Donc c'est une agence de notation qui indique quel est le niveau d'endettement soutenable ou pas et le degré de risque prennent ceux qui prêtent de l'argent au pouvoir public. On peut éviter une dégradation de la note de la région bruxelloise pour la semaine prochaine ou c'est trop tard maintenant? J'ai aucune idée. Je ne travaille pas pour Standard & Poor's. Je l'espère. D'autre part, je trouve que les signaux qu'on a donnés les derniers jours et les dernières semaines ne supporteraient pas pour moi un équilibre actuel. Ouais, ça veut dire que pour l'instant, on n'est pas engagé vers un retour à l'équilibre. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Non, je veux dire que les messages qu'on a donnés au niveau politique vers Standard & Poor's, ce n'est pas les bons messages. Et qu'est-ce que Standard & Poor's cherche? Il cherche de la stabilité, de la prédictibilité. On n'est pas en train de démontrer qu'on est stable et qu'on est prédictible. Ouais. Le fait de se donner un petit peu de temps pour atteindre l'équilibre budgétaire, ce que propose Ahmed Laouedj, c'est 10 ans, alors que dans la note de David Lester et Georges Boucher, c'est 7 ans. Mais se donner un petit peu de temps, c'est une idée acceptable ou pas? Il y a moyen de discuter. Moi, je trouve qu'on doit être beaucoup plus ambitieux là-dessus. Plus ambitieux? Oui. C'est-à-dire 7 ans, voire moins? Oui. Beaucoup moins? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Même si on fait ça, ça veut dire qu'on coupe dans les budgets un grand coup et que ça risque de faire mal à un certain nombre d'acteurs. Mais dans n'importe quel budget, il faudra couper dans les coûts. Si on ne coupe pas plus vite dans un déficit, ça veut dire que ça se rajoute dans la dette. Dans la dette, il faut payer de l'intérêt, ce qui coûte encore plus dans le budget. Donc c'est un cercle vicieux. Donc si on veut sortir d'un cercle vicieux, il faut une césure. Et donc ça veut dire, c'est un peu la stratégie du choc, on a un grand coup et après on se relève. C'est ça l'idée? Exactement. Ouais. Alors, on a déjà pas mal parlé de Georges-Louis Boucher, David Lester. Ce sont vos amis ou ce sont de simples relations de travail? Non, j'ai des très bonnes relations avec les deux. Je vous propose de voir une déclaration. C'est celle de Vincent van Quinkenborn. C'était dans la presse flamande hier. Le mouvement réformateur est la somme d'un parti libéral, de la NVA et du Las-Belang. Je pense que Boucher ressemble beaucoup à Geert Wilders. Il est très conservateur, très populiste, deux choses qui sont très éloignées de nous. Est-ce que vous pensez la même chose que Vincent van Quinkenborn ou pas? Non, il ne faut pas comparer Georges-Louis Boucher avec Geert Wilders, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça veut dire que chaque argument et chaque façon de faire et chaque idée de Georges-Louis est nécessairement mon idée? Non, mais ce n'est pas le but non plus. Il y a des différences, mais il y a beaucoup plus qui nous rassemble que ce qui nous diversifie. Ouais. Il a une manière de faire de la politique qui est aussi un petit peu la vôtre, c'est d'avoir le verbe haut, une expression forte,
et d'être capable quand même d'avoir des positions très tranchées et un peu remuantes dans les médias. Vous acceptez de la comparaison et de dire que vous êtes vous aussi dans cette nouvelle génération d'hommes politiques qui a quand même une expression assez clivante? Je pense qu'il est important dans la politique que les électeurs ou les spectateurs, pour eux, que c'est clair ce qui est l'opinion. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux rester très conséquent, c'est d'être, quand je dis quelque chose, que c'est clair ce que je veux dire. Alors, je vous propose d'entendre Georges-Louis Boucher, justement. Il était ce matin dans notre matinale info, et ce qu'il va dire va être peut-être important pour vous. Le MR, en tout cas, a vocation à ne pas voir le libéralisme disparaître du côté néerlandophone. Ouais. Et donc, si le VLD n'est pas en capacité de se redéployer, oui, nous lancerons des listes en Flandre, c'est une évidence. J'ai un calendrier très précis dans ma tête. Je laisse une année et demie à l'Open VLD pour lancer un processus de redéploiement. Et donc, je ne vais pas laisser le libéralisme mourir en Flandre. Donc, il y aura peut-être un jour de liste MR en Flandre. Oui, et la décision sera prise bien avant les élections, parce qu'on ne va pas juste se lancer 3 mois avant les élections pour faire un petit tour. Alors, Frédéric de Gucht, le MR qui s'installerait en Flandre, j'imagine que pour vous, à l'Open VLD, c'est une idée qui n'est pas forcément agréable à entendre? Non, il faut bien écouter ce que Georges-Louis a dit. Il a dit, si il y a quelque chose qui ne se fait pas, je veux sauver le libéralisme en Flandre. Ouais. On a un intérêt commun, c'est sauver le libéralisme en Flandre. C'est pour ça que je m'engage dans l'Open VLD. Et donc, je suis convaincu qu'on réussira à remettre l'Open VLD sur les rails avec un message plus clair et plus direct. Ouais. Votre parti, il est en bonne forme aujourd'hui. On sait qu'il y a une présidente, Eva de Blecker, que les sondages ne sont pas bons. Est-ce qu'il faudrait un changement de cap, un changement de présidence ou pas? Non, il faut un changement dans le parti, dans la généralité. On a fait de la politique d'une certaine façon 25 ans. Et c'est pour la première fois en 25 ans qu'on est dans l'opposition. Ça nous demande un temps de se renouveler, de se retrouver. Et ce processus-là, il va prendre plus de temps qu'anticipé. Mais comme j'ai dit dans plusieurs articles déjà, il y a 2-3 semaines, on a eu une très très bonne discussion en interne. On est prêt à prendre les mesures nécessaires et on est tous ensemble droit devant pour un libéralisme fort en Flandre, qui est le même souhait par contre que de Georges-Louis Boucher. Ouais, vous ne prenez pas ça comme une menace, le fait que Georges-Louis Boucher puisse dire d'ici 1 an et demi, si ça ne va pas mieux à l'Open VLD, je lancerai des listes? J'ai déjà eu des deadlines qui sont beaucoup plus courts. Ouais. Donc ça ne vous fait pas peur? Non. Ouais. Est-ce que vous avez envie un jour de devenir le président de l'Open VLD? Si un jour l'opportunité se présentera, je me mettrai candidat, oui. Ouais. Donc c'est pas exclu, c'est pas pour tout de suite? Non. Il n'y a aucune raison. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'avec vous, l'Open VLD en région bruxelloise, il a changé de visage? On avait l'habitude donc de Sven Katz, puis avant lui de Guy van Engel, et que vous avez repositionné le parti plus à droite, en tout cas dans ce qu'on entend dans le débat public. C'est une analyse correcte ou pas? C'est une analyse où on peut se demander si d'autres partis se sont positionnés beaucoup plus à gauche. Et donc ça dépend du point de référence. Je trouve qu'en dessous de Guy et de Sven, on a été clair aussi, mais c'est peut-être les autres partis qui ont changé. Et j'ai un autre style de communiquer que Sven, et Sven avait un autre style de communiquer que Guy. Mais c'est pour ça qu'il y a un renouvellement aussi dans le parti. Et je trouve que le premier pas pour l'Open VLD du futur est déjà mis en place à Bruxelles. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, côté francophone, disent celui qui bloque tout dans les négociations, c'est justement Frédéric de Gucht, parce qu'il refuse de lâcher la NVA? Oui, je peux répondre alors que tous les autres bloquent la NVA et ils font la même chose alors. Hein. Donc, Allez, on va terminer sur un autre des temps forts de l'actualité de la semaine, c'est l'émotion provoquée par la mort du jeune Fabian. On va écouter un riverain du parc Elisabeth, donc à proximité de la basilique de Kuckelberg, là où le jeune garçon est mort. Interview enregistrée mardi soir, on était donc 24 heures après la mort de Fabian. C'est vraiment dur de croire que c'est ici sur la pelouse que ce garçon a perdu sa vie. Et on veut soutenir la famille, on veut montrer qu'il faut faire mieux dans l'avenir et que ce genre de choses ne peut plus jamais se passer. On veut notre parc comme un espace safe pour tous les enfants. Tous les riverains du parc, les voisins, pour qui le parc est leur premier jardin ou leur deuxième jardin, c'est comme si tout le parc est rassemblé aujourd'hui pour montrer notre deuil. Est-ce que vous comprenez cette vague d'émotions qui était très très importante à Bruxelles? Oui, j'ai 2 enfants moi-même. Je ne peux pas m'imaginer la tristesse et la douleur des parents. C'est incompréhensible comment on est arrivé à ce point-là et qu'un gamin
un petit gamin de 11 ans a perdu la vie. Je pense aussi que la vie des policiers est brisée. Il faut que l'enquête est menée en profondeur. Est-ce qu'il y avait assez de formation? Est-ce qu'il n'y a pas trop de stress? Et tous ces éléments-là, on peut les aborder aussi dans un nouveau gouvernement bruxellois avec de nouveau une bonne collaboration avec le niveau fédéral. Je trouve que, ce sont des... Comme je dis, j'ai un fils de 5 ans. J'espère qu'il va dans sa vie aussi encore avoir la possibilité de temps en temps de faire des bêtises. J'en ai fait aussi beaucoup quand j'étais jeune. Mais ça ne veut pas dire que la démesurisation, et je ne peux pas comprendre comment on est arrivé à ce point-là dans un parc, comme vous venez de dire. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir peut-être repréciser aux policiers qu'est-ce qui est proportionnel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et à partir du moment où on est face à un très jeune, 11-12 ans, se dire... OK, il a peut-être fait quelque chose de mal. OK, il prend la fuite, c'est un refus d'obtempérer, il a peut-être quelque chose à se reprocher, mais on doit être un peu plus cool sur les moyens qu'on engage. Le mot « plus cool » n'est pas assez fort. Dans aucune circonstance, quoi que ce soit, quelles sont les raisons, je trouve que ce qui est arrivé dans ce parc est admissible. Un dernier mot sur la sécurité. La fusion des zones de police est en train d'être négociée justement, ou pas négociée, entre le niveau fédéral, l'Arizona, et les bourgmestres de la région bruxelloise. Vous continuez de penser que c'est une bonne mesure? Il faut qu'on puisse la faire rapidement. Est-ce que ça va réellement améliorer la sécurité à Bruxelles? Ça va déjà enlever quelques soucis. Prenons l'exemple avec les hooligans de Bruges qui sont passés à un certain moment à Bruxelles. Ils sont passés dans 3 zones de police. Il n'y avait pas de one command. Donc c'est déjà l'exemple pour moi où ça aurait pu faire une différence. Et je trouve que les négociations doivent encore se faire. Qui prend la main? Est-ce que c'est le ministre-président? Est-ce que c'est un collège de bourgmestres? Mais encore, de nouveau, un exemple où c'est important de faire un bon accord avec le niveau fédéral, où je répète que le Premier ministre est NVA. Ouais, mais ça veut dire que le parti qui a le Premier ministre en Belgique, il doit être présent finalement à tous les niveaux de pouvoir, il doit être présent à Bruxelles, en Flandre, en Wallonie, il est en Flandre. Parce que ça facilite toujours les choses. Non, il est en Flandre, il est au niveau fédéral, et je pense qu'on est à un point de croisement à Bruxelles, et maintenant il faut choisir la bonne route, et je suis convaincu qu'il faut faire un accord avec tous les niveaux de pouvoir. Est-ce que ça, c'est pas nier un petit peu l'autonomie de la région bruxelloise, et de dire qu'elle doit finalement toujours un petit peu dépendre de ce qui se passe au fédéral? Oui, mais on doit constater actuellement qu'on n'est peut-être pas si indépendant ce qu'on pensait. Merci Frédéric De Gucht, merci d'avoir été notre invité ce vendredi. Demain, il y aura une édition spéciale des experts qui sera présentée par Michel Gaillard et qui reviendra aussi sur cette longue année sans gouvernement de plein exercice à Bruxelles. Je ne vous donne pas rendez-vous lundi parce que c'est férié. Il n'y aura donc pas de matinale Bonjour Bruxelles lundi, mais je reviendrai à l'antenne mardi matin. Merci d'avoir été là et bon week-end à tous.